Bonjour à tous. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion après engagement de la procédure accélérée du projet de loi adopté par le Sénat pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci, monsieur. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chère Sabrina, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. L'immigration est une des grandes questions de notre temps. Elle concerne tous les continents, elle concerne tous les pays et elle concerne tous les peuples. Si l'essentiel des mouvements des femmes et des hommes à travers le monde concerne avant tout les pays du Sud de la planète, touchés par les guerres, touchés par les désolations économiques, touchés par l'islamisme radical, touchés par les questions climatiques, nul ne peut ignorer que l'Europe en général et la France en particulier connaît une pression migratoire constante. La souveraineté d'un peuple réside aussi dans sa capacité à fixer des règles pour savoir qui il veut accueillir, dans quelle proportion d'immigration la société accepte de les accueillir et dans quelles conditions nous pouvons assurer l'indispensable exigence d'intégration. Mesdames et Messieurs les députés, débattre et légiférer sur l'intégration et l'immigration, c'est répondre à la demande forte, légitime et répétée de nos concitoyens. Tous ici, nous le voyons, et quel que soit ce que pensent les Français du sujet, la maîtrise des flux migratoires, la difficulté de lutter contre l'immigration irrégulière, l'accroissement des moyens donnés aux préfets, aux agents de préfecture, aux magistrats, aux forces de l'ordre est un débat essentiel, est un débat nécessaire, est un débat que personne ne peut raisonnablement rejeter d'un revers de la main sans que l'Assemblée nationale ait pu en discuter au moins quelques instants. La distance de plus en plus forte entre nos concitoyens et leurs responsables politiques réside dans deux choses. D'abord, le fait que les politiques et leurs institutions ne parlent pas assez des sujets qui les intéressent. Ne pas parler d'immigration aujourd'hui, refuser le débat, c'est refuser ce que demandent les Français. La deuxième demande de nos concitoyens, c'est que les débats ne doivent pas être dans les arrière-cours, dans les bureaux politiques, dans le clair-obscur des réunions de cabinets ou de partis, mais nourris et transparents devant les représentants du peuple. Refuser de débattre. Refuser de débattre de l'immigration, c'est donc refuser de parler des sujets qui intéressent les Français. Refuser de débattre de l'immigration, c'est laisser les forces de l'ordre, les agents de préfecture, tous les agents de l'État, avec les graves dysfonctionnements actuels. Il y a beaucoup de déclarations d'amour, un peu de preuves d'amour pour nos policiers, pour nos gendarmes. Refuser de débattre de l'immigration, c'est faire l'absolu inverse de tous nos voisins européens qui ont tous délibéré, qui ont tous légiféré pour adopter des règles nouvelles devant les circonstances du monde. Refuser de débattre de l'immigration, c'est ironie du sort, être moins en phase avec l'opinion et ses demandes que la propre Union européenne, qui vient d'engager pour la première fois un changement radical et complet de ses règles en matière d'immigration, grâce aux engagements de la présidence française sous la présidence du président de la République.
Fichier Eurodac qui va permettre pour la première fois d'enregistrer tous les étrangers arrivant sur le sol européen. Asile à la frontière de l'Europe. Conditionnement des visas avec la politique migratoire de l'Union européenne. La France, mesdames et messieurs les députés, ne peut pas être le seul pays d'Europe. On ne peut pas être le seul pays d'Europe à ne pas vouloir débattre d'un sujet essentiel de souveraineté, d'humanité et d'avenir. Je suis sûr que l'Assemblée nationale, comme dans tous les grands moments de son action, aura conscience d'elle-même et saura être fidèle à sa mission, représenter notre peuple et débattre de tous les sujets pour le bien de l'intérêt général. Qui a peur du débat? En tout cas, pas la majorité présidentielle. Qui a peur du débat? Ceux qui vont dans une alliance contre nature se mettre d'accord pour que les Français ne voient pas les choses avancer et pour désarmer nos policiers et nos gendarmes. Après les avancées européennes que j'ai évoquées, le gouvernement, après le travail du Conseil d'État, après le travail de la Commission des lois du Sénat, après le Sénat, après la Commission des lois de l'Assemblée nationale, présente un projet de loi de 27 articles et de 47 articles rajoutés par le Sénat et par la Commission des lois. Cela veut-il dire que le texte est figé et que le débat est terminé? Non. Mesdames et messieurs les députés, le gouvernement ne fait que commencer le débat avec vous. Le gouvernement est disposé à étudier minutieusement les 2600 amendements déposés par les parlementaires qui, ayant déposé autant d'amendements, ont envie, à mon avis, de débattre. Sinon, à quoi sert-il de déposer 2600 amendements sans que personne n'ait à les connaître? Nous rentrons ici avec la conviction que des compromis doivent être faits pour l'intérêt général, pour la protection des Français, pour la protection de nos frontières, pour l'intégration des étrangers, pour la lutte contre l'immigration irrégulière. Ce texte, vous le savez, présente 3 grands axes. Une simplification drastique des procédures. Aujourd'hui, nous mettons trop de temps à répondre si c'est oui ou si c'est non pour les étrangers qui arrivent sur notre sol. Plus de 2 ans en moyenne, quand le texte, inspiré directement du rapport du sénateur Buffet, prévoit la division par 3 des recours et permettra en moins de 8 mois de répondre. Nous ne sommes pas laxistes, mais nous mettons trop de temps à répondre. Et là où tous les pays autour de nous ont été au rendez-vous de la rapidité de l'administration, la rapidité de la justice, nous devons absolument prendre des mesures de simplification. C'est l'objet de 3 titres entiers de ce projet de loi. La lutte contre les étrangers délinquants. Comment peut-on réclamer de la fermeté et refuser aux policiers, aux gendarmes et aux préfets les moyens d'expulser les étrangers délinquants? Comment peut-on faire la une des journaux, aller sur les plateaux de télévision, tenir des meetings quand le gouvernement et la majorité arrivent avec des dispositions pour les lui refuser et finalement désarmer les policiers et les gendarmes? Comment peut-on sciemment s'opposer à des dispositions qui vont nous permettre d'expulser ou d'éloigner 4000 étrangers délinquants que ni la Constitution, ni la Convention européenne des droits de l'homme, ni l'Europe nous empêchent de le faire? C'est la loi de la République qui le permet, c'est la loi de la République qu'il faut changer. Enfin, l'intégration. Il n'y a pas de politique d'immigration qui vaille sans une intégration forte, exigeante. Et beaucoup d'entre nous ont connu des parents, des grands-parents, parfois des députés eux-mêmes, issus de cette immigration qui attend si fort de l'intégration, de la langue de la République, du travail, du bien logement et finalement de l'acceptation d'une société. Nous ne sommes pas assez fermes, nous ne donnons pas assez de moyens. Ce texte de loi répond à la grande exigence de l'intégration. Je salue le travail des sénateurs et des commissaires aux lois de l'Assemblée nationale. S'il écarte des sujets qui clairement n'ont pas leur place dans ce texte, car le Conseil constitutionnel à coup sûr les censurera, et
s'ils sont censurés, alors nous allions mentir aux Français en portant des débats qui n'auraient pas lieu d'être. Le gouvernement s'engage dans les tout prochains temps, dès le début de l'année 2024, à répondre aux exigences et aux questions posées par les sénateurs, comme une évaluation et une réforme de l'aide médicale d'État. Nous venons d'écrire avec le ministre de la Santé et des Solidarités ce matin aux présidents des groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat pour nous engager clairement dans cette voie et annoncer le dépôt de textes qui permettent la réforme de cette AME directement inspirée par le rapport de M. Stefanini et de M. Evin. Ce texte immigration, beaucoup le commentent à l'extérieur. Et j'avoue, comme beaucoup d'entre vous, ne pas toujours reconnaître ce qui est écrit dedans. Lorsqu'on lit le texte immigration, disponible par chacune et par chacun sur le site de l'Assemblée nationale, on peut se demander comment peut-on s'opposer à la réussite obligatoire d'un examen de français pour avoir un titre de séjour long en France. 400 000 étrangers concernés. Comment peut-on être opposé aux cours gratuits à ces mêmes étrangers pour permettre l'intégration et pendant leurs heures de travail? Comment peut-on s'opposer aux moyens et pouvoirs considérables donnés à nos forces de l'ordre, à nos préfets, à nos magistrats? Comment peut-on s'opposer à l'inspection des véhicules aux frontières demandée par les policiers et par les gendarmes depuis plus de 40 ans? Comment peut-on s'opposer à la prise d'empreinte obligatoire pour reconnaître l'identité des personnes et savoir vraiment qui est majeur et qui est mineur et de quelle nationalité il est? Comment peut-on s'opposer à la simplification drastique de notre droit, votée, mesdames et messieurs les députés, à l'unanimité des sénateurs du rapport François-Noël Buffet et qui divise par 3 les recours et ainsi permettra d'améliorer évidemment les reconduites à la frontière? Comment peut-on s'opposer au retrait des titres de séjour pour tous ceux qui adhèrent à l'islamisme radical et qui ne respectent pas les valeurs de la République? Comment peut-on s'opposer à ne plus mettre des enfants de 3 ans ou de 5 ans dans des centres de rétention administratifs afin qu'ils puissent se construire psychologiquement en dehors des traumatismes d'aujourd'hui? Comment peut-on s'opposer à la dureté demandée par le gouvernement contre les passeurs, ces marchands de mort, responsables des noyades en Méditerranée et en Manche, aujourd'hui condamnés d'un simple délit, alors que demain, et j'en remercie le garde des Sceaux, ils seront passibles d'une peine de 20 ans de prison en passant de délit en crime? Comment peut-on refuser les marchands de sommeil et leur macabre commerce, ceux qui logent dans des conditions indignes et insalubres? Et comme vous, j'ai été maire, avoir vu des enfants, des handicapés, des vieillards, des personnes vulnérables qui sont exploités par des personnes sans scrupules et qui sont responsables de l'immigration irrégulière. Comment peut-on refuser pour la première fois la prise en compte dans la coopération migratoire de notre politique de visa et de laissez-passer consulaires? Comment peut-on refuser les dispositions qui permettront plus à la justice et notamment aux juges des libertés et de la détention de libérer un étranger dangereux d'un CRA pour simple nullité de procédure d'un policier? Comment peut-on ne pas vouloir protéger les Français et leur sécurité en permettant l'éloignement et l'expulsion des étrangers délinquants qui ne peuvent pas être expulsés du territoire national par simple loi de la République? Comment peut-on raisonnablement ne pas vouloir en débattre? Comment peut-on refuser ces armes aux policiers et à nos gendarmes? Comment peut-on, sans faire la politique du pire, refuser cette discussion? Bien sûr, ce texte mérite d'être amélioré et la main du gouvernement est tendue dans l'intérêt général de tous les Français. J'ai dit publiquement quelles étaient les discussions possibles avec le gouvernement: le délit de séjour irrégulier, le débat obligatoire chaque année au Parlement, le renforcement de la menace contre l'ordre public et un meilleur encadrement qu'on appelle de la régularisation de l'article 4 bis, hier 3, qui permettra, j'en suis sûr, d'éviter et de certifier, de lutter contre tout appel d'air. La régularisation, je veux le dire, a ici été adoptée dans son principe par le Sénat. Rapprochons-nous de lui. Bien sûr, ce texte n'empêche en aucun cas les réformes constitutionnelles et conventionnelles. Mais, mesdames et messieurs les députés, il est une avancée considérable pour les Français, pour l'intérêt général, pour leur sécurité et pour les étrangers eux-mêmes.
Il améliore tout ce que la loi ordinaire peut améliorer dans notre cadre constitutionnel actuel. La politique, c'est toujours un idéal à travers des réalités. Chacun a son idéal, mais la réalité des Français est la même pour toutes et tous. Montrons-leur que nous sommes une grande démocratie. Montrons-leur que nous sommes capables de voir dans les femmes, les enfants, les hommes qui sont la manifestation concrète de l'immigration et humaine de celle-ci, tout en les respectant, que nous avons compris leur demande urgente de fermeté, d'exigence d'intégration, de moyens pour nos policiers et nos gendarmes, de moyens pour nos magistrats, de moyens pour nos préfets et de respect de nos frontières. Laissons l'acrimonie de côté et montrons-nous capables, comme toutes les grandes démocraties qui se respectent, de débattre, d'afficher des désaccords et de trouver une entente commune en respectant les oppositions pour faire de la France le plus beau pays du monde, celui qui fait face aux grands défis de notre temps, en s'écoutant et surtout en ayant trouvé l'un et l'autre le sens des responsabilités. Mesdames et messieurs les députés, Mesdames et messieurs les députés, le gouvernement est prêt. Prêt à débattre, prêt à amender, prêt à discuter, prêt à la fermeté et prêt à l'écoute. Il a pris ses responsabilités. J'imagine bien ici que chacun prendra les siennes. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Florent Boudier, rapporteur général de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame, Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues, 110 millions, c'est le nombre de déplacés dans le monde selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des peuples fuient la misère ou la guerre, et ils fuient d'abord vers les pays du Sud, mais les troubles au Sahel, en Libye, au Moyen et Proche-Orient, l'instabilité dans les pays du Caucase ont des conséquences directes en Europe. Un peu de silence, et s'il vous plaît. concernent tous les pays, tous les gouvernements. Débattre de l'immigration, c'est d'abord parler d'enfants, de femmes et d'hommes qui cherchent un avenir meilleur. Débattre de l'immigration, c'est aussi parler de la République, celle qui accueille, et c'est un devoir s'agissant de l'asile, celle qui fixe souverainement des règles avec nos partenaires européens dans le cadre de l'état de droit, et la majorité a agi avec constance. Avec la loi du 10 septembre 2018, nous avons amélioré la chaîne de l'asile. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de silence lorsque vous quittez l'hémicycle pour qu'on puisse écouter le rapporteur général. Merci beaucoup. Et nous avons agi avec la loi du 10 septembre 2018 en améliorant la chaîne de l'asile, et tout au long de la période, nous avons renforcé nos engagements budgétaires dans le domaine de l'immigration, de l'asile et de l'intégration. Mais les migrations ne sont pas figées et il faut continuer d'agir avec un but simple: être accueillant envers ceux qui manifestent leur volonté de s'intégrer, mieux les accompagner, et être ferme, peut-être plus ferme que jamais, face à ceux qui ne respectent pas nos règles et qui menacent parfois l'ordre public. Nous avons examiné les propositions adoptées par le Sénat avec exigence, et la Commission des lois a d'ailleurs gardé des dispositifs centraux, je veux le souligner. Je pense à l'encadrement du titre de séjour étranger malade, je pense au renforcement du caractère réel et sérieux de la poursuite des études pour le titre des séjours étudiants. Je pense à la fin de l'obligation pour les autorités organisatrices de transport d'accorder une tarification sociale à l'ensemble des ressortissants en situation irrégulière. Je pense à la grande réforme portée par le président de la Commission des lois du Sénat, de l'instruction à 360 degrés des demandes de titre de séjour. Je pense aussi à l'obligation de moyens pour l'apprentissage du français dès le pays d'origine pour les prétendants au regroupement familial. Des points de convergence donc, et ils sont très significatifs, et parmi eux figure la régularisation des travailleurs sans papier. Le Sénat a validé la nécessité, limitée dans le temps, ciblée sur les métiers en tension, d'une politique de régularisation, et l'article 4 bis
tel que retravaillé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'un ajustement nécessaire, pas d'une distorsion, mais nous aurons l'occasion d'en débattre. Il est vrai que demeurent des désaccords avec le Sénat. Fallait-il faire du projet de loi la réforme de l'aide médicale d'État? Je ne le crois pas. D'abord parce que le Conseil constitutionnel, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, se serait évidemment opposé à ce colossal cavalier législatif. Ensuite, parce que l'AME relève au fond très peu du champ régalien, beaucoup du débat budgétaire et plus encore de la santé publique. Mais nous ne fermons pas la porte à la discussion. Le rapport rendu la semaine dernière par Claude Évin et Patrick Stefanini devra s'inscrire dans un calendrier que le gouvernement précisera. Fallait-il faire du projet de loi celui de l'accès à la nationalité? Mais qui peut croire, mes chers collègues, que nous pouvons valablement débattre de ce qui fait nation, de ce qui fait rien moins que communauté nationale, au détour de 4 ou 5 articles adoptés parfois notamment par le Sénat? La question de la nationalité doit bien sûr faire l'objet d'un débat beaucoup plus sérieux. S'agissant enfin du renforcement du Parlement en matière de politique migratoire, la commission des lois n'a pas retenu la proposition d'objectif plafond, dont la constitutionnalité n'est évidemment pas garantie, mais le gouvernement présentera chaque année au Parlement ses orientations pluriannuelles en matière migratoire et ses objectifs chiffrés. Là encore, nous aurons l'occasion d'en débattre. Ces défis que je viens de retracer à très grands traits, faut-il, dans quelques instants, les écarter d'un revers de main, j'allais dire d'un revers de motion de rejet? Motion de rejet qui n'aurait d'autre conséquence que de taire le débat, que de cacher le débat, et d'abord de le cacher en direction des Français. Et qu'en diraient nos concitoyens si des forces politiques qui n'ont parfois rien en commun, qui n'ont pas même la même conception jusqu'à la République elle-même, qui ne voient pas l'avenir de notre pays de la même façon, devaient se liguer de façon contre nature pour refuser le débat, c'est-à-dire pour un déni de démocratie? Moi, je pense au contraire, mes chers collègues, que nous sommes là pour parlementer, nous sommes là pour assumer ce que les Français nous ont demandé de faire la loi, débattre, et j'espère que nous le ferons au cours des 2 dernières semaines. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. La parole est à présent à Madame Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs, mon intervention liminaire portera sur les 2 leviers principaux qui visent à faciliter l'intégration des immigrés, le travail et l'apprentissage de la langue française. Tout d'abord, l'accès au marché du travail, qui est non seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi un vecteur d'intégration sociale et culturelle. Le travail permet de se construire une vie stable en France, de tisser des liens et de mieux comprendre les normes et les valeurs de la société française, tout en contribuant activement à l'économie de notre pays. La maîtrise de la langue française est la meilleure garantie de la volonté de s'intégrer, de participer à la construction d'un pays avec son mode de vie. Elle permet l'accès à l'éducation et à la formation et à la bonne adéquation des compétences professionnelles des étrangers avec le marché de l'emploi. Sans la connaissance de la langue, les barrières à l'intégration ne tomberont pas et les répercussions sur la vie professionnelle et personnelle de ces personnes demeureront douloureuses. Voilà, rapidement résumé, le constat qui préside aux ambitions du titre premier du projet de loi, dont l'objectif est d'assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et par la langue. Avant son passage au Sénat, ce titre comprenait initialement 3 chapitres. Le premier, consacré à la langue, conditionnait la première délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à la maîtrise d'un niveau minimal de français, déterminé par décret en Conseil d'État. Il prévoyait également la contribution des employeurs à la formation linguistique des travailleurs étrangers allophones. Le second, consacré au travail, portait plusieurs dispositions innovantes et ambitieuses. Je pense notamment à la création à titre expérimental d'une carte de séjour temporaire portant la mention « Travailleurs des métiers en tension », à l'accélération de l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile ressortissant de pays pour lesquels un taux de protection internationale élevé est généralement accordé.
et la refonte de dispositions juridiques relatives au passeport talent et aux titres qui concernent les praticiens de santé à diplôme hors Union européenne, les dénommés PADU. Enfin, le dernier chapitre visait à mieux protéger les étrangers contre les employeurs abusifs, comprenant une unique disposition portant la création d'une nouvelle amende administrative sanctionnant les employeurs d'étrangers ne détenant pas un titre les autorisant à travailler. Vous le savez, mes chers collègues, le Sénat a largement modifié ce titre. S'agissant du chapitre 1er, il a en particulier renforcé les conditions d'intégration posées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Nous avons, pour une bonne part, conservé ces ajouts. Le Sénat a par ailleurs souhaité intégrer plusieurs dispositions relatives au droit de la nationalité que la commission des lois de notre Assemblée a souhaité supprimer. Si nous partageons l'intention des sénateurs d'avoir une discussion sur ce sujet important, le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui n'est pas le véhicule législatif adéquat pour y parvenir. En matière de travail, le Sénat a adopté une version plus opérationnelle de l'article 8 relatif aux sanctions administratives contre les employeurs d'étrangers sans titre. Il a, par ailleurs, réduit la portée de plusieurs dispositifs. C'est pourquoi nous avons, en commission des lois, notamment rétabli la disposition relative à l'accès de certains demandeurs d'asile au marché du travail, que le Sénat avait supprimée, et une partie substantielle de celle qui concerne les PADU. Ce volet a enfin été l'occasion, et j'imagine que cela n'aura échappé à personne, de débattre du dispositif d'accès au séjour pour les étrangers exerçant dans les métiers en tension, que le Sénat a conservé, mais qu'il a transformé en un dispositif à titre exceptionnel et discrétionnaire. Je me réjouis que nous ayons abouti en commission des lois à un dispositif équilibré, qui n'aboutit ni à un droit automatique à la régularisation, ni une procédure discrétionnaire à la seule main du préfet. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans cet hémicycle et pourquoi pas de l'affiner plus encore. Je vous remercie infiniment, mes chers collègues, pour votre attention. Merci, Madame la rapporteure. S'il vous plaît, mes chers collègues, essayez de respecter les orateurs successifs. La parole est à Monsieur Philippe Pradal, rapporteur, toujours de la Commission des lois. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur général, Madame et Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues. Il m'est l'honneur de vous présenter le résultat des travaux de notre commission sur les titres 2 et 2 bis du projet de loi qui portent sur des sujets particulièrement sensibles et sur lesquels nos concitoyens attendent des avancées, puisqu'il s'agit, dans le cadre du titre 2, de rendre possible l'éloignement d'étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public et de mieux tirer les conséquences des actes répréhensibles des étrangers en matière de droit au séjour. Le titre 2 bis, quant à lui, composé entièrement d'articles issus des discussions au Sénat, comporte des dispositions destinées à agir pour la mise en œuvre effective des décisions d'éloignement. Le titre 2 comporte des dispositions ambitieuses qui abordent des questions sensibles et engageantes pour l'ensemble de notre société. Je pense notamment à l'article 9 qui prévoit d'assouplir les régimes de protection dont bénéficient certaines catégories de ressortissants étrangers en raison des liens d'attachement qu'ils entretiennent avec la France. Cette mesure, particulièrement importante et attendue, je le sais, permettra de faciliter les décisions d'expulsion et le prononcé de la peine d'interdiction du territoire. Je me félicite du travail que nous avons mené en commission sur ces dispositions pour rétablir l'équilibre et la proportionnalité de l'article 9. La rédaction de cet article, tel que nous l'examinerons, parvient ainsi à concilier l'objectif de préservation de la sécurité et de l'ordre public avec celui du respect de la vie privée et familiale, toujours dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels. Je pense également à l'article 10 relatif au régime de protection contre les OQTF. J'ai la conviction que la rédaction venue du Sénat est équilibrée. Celle-ci a en tout cas été adoptée sans modification en commission. En matière de relevé d'empreintes sans consentement et à l'initiative du président Marcangeli et du groupe Horizon, nous avons aménagé le cadre procédural introduit au Sénat afin de ne pas prévoir d'obligations superfétatoires sans nuire aux garanties reconnues aux étrangers. La Commission a d'ailleurs adopté la proposition des rapporteurs de consigner ces opérations dans un procès-verbal. Nous avons également procédé à la suppression de l'article 11 ter relatif aux fichiers des MNA délinquants,
jugé inopportun car satisfait par l'existence d'autres fichiers, en adoptant des amendements de votre serviteur et des groupes Renaissance, démocrates, LFI, écologistes, socialistes et GDR. Je tiens aussi à souligner l'avancée majeure à laquelle notre commission a contribué en interdisant, à l'article 12, la présence dans tous les lieux de rétention des mineurs de tout âge, en adoptant à la quasi-unanimité un amendement du groupe Lyotte. Cette disposition est fondamentale et marque un tournant dans notre appréhension de la place des mineurs en rétention administrative. Le débat que nous allons engager nous permettra de nous assurer que la vulnérabilité des personnes concernées est bien prise en compte par l'autorité administrative. J'en viens enfin à l'important article 13 sur le respect des principes de la République, dans lequel, à mon initiative, nous avons rétabli la compétence discrétionnaire des préfets afin de respecter les exigences constitutionnelles et conventionnelles, objectif qui nous a aussi conduit à supprimer le caractère facultatif du trouble à l'ordre public que revêt l'atteinte à ces principes. Les principes de la République ont par ailleurs été enrichis afin d'embrasser la totalité du principe d'égalité à mon initiative et d'inclure l'intégrité territoriale de notre pays, sur proposition de notre collègue Estelle Youssouffa. La Commission a par ailleurs, dans un nouvel article 13 bis A, prévu la possibilité de refuser un visa à un étranger qui aurait des dettes non réglées à l'égard des établissements de santé français, sur proposition du groupe Horizon. Nous avons également, en adoptant de nombreux amendements, supprimé les articles 13 bis et 14 G. Je précise pour ma part que ces suppressions avaient simplement pour but et objet d'inscrire ces dispositions dans le titre 6 sur les Outre-mer, ce qui fut fait. À l'invitation de nos collègues sénateurs qui ont introduit un nouveau titre 2 bis, nous avons travaillé sur le lien entre coopération migratoire avec des États étrangers, aide publique au développement et délivrance de visas à leurs ressortissants. Je me réjouis des avancées permises en commission sur l'article 14A pour parvenir à des dispositions à nouveau équilibrées et efficaces qui assurent la cohérence entre nos politiques publiques d'aide au développement et de lutte contre l'immigration irrégulière. Nous poursuivrons en séance le perfectionnement de ces dispositions importantes. Par ailleurs, si nous avons fait le choix en commission de supprimer l'article 14E, je tiens à souligner que nous avons conservé dans leur rédaction issue des travaux du Sénat l'intégralité des articles 14B, 14D et 14F. Je me réjouis par avance des débats qui, je l'espère, s'annoncent et qui, j'en suis convaincu, nous permettront tous de compléter utilement les travaux de notre commission. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. La parole est à présent à monsieur Ludovic Mendes, rapporteur de la commission des lois. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur général, Madame et Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues. Je vais désormais vous présenter nos travaux sur les titres 3 à 5 du projet de loi dont j'ai l'honneur d'être rapporteur. La Commission, comme le Sénat avant elle, a pleinement approuvé les dispositions des articles 14 et 15 qui renforcent la lutte contre les réseaux de passeurs et les marchands de sommeil en étoffant utilement notre arsenal pénal. Je précise, et c'est important, comme j'ai pu le faire en commission, que les ONG humanitaires d'aide aux migrants ne sont pas concernés par l'article 14 et s'il faut le répéter, on le répétera autant que possible. Nous avons également validé le principe du nouvel article 15 bis, introduit au Sénat à l'initiative de Yann Brossa, qui étant victime des conditions indignes d'hébergement, les dispositions prévoyant la délivrance d'un titre à l'étranger victime qui porte plainte ou témoigne contre l'auteur des faits. Nous avons d'ailleurs, à l'initiative de notre président Sacha Houlié, étendu ce champ aux victimes de conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine. Toujours en matière de titres pour motifs humanitaires, nous avons, sur proposition conjointe de Madame Rousseau, du président Vallaud et de moi-même, augmenté la durée du titre délivré aux victimes de proxénétisme engagées dans un parcours de sortie de la prostitution. La Commission a également approuvé les mesures en matière de contrôle aux frontières, en renforçant l'efficacité des visites sommaires de véhicules particuliers à mon initiative, et nos débats en séance devraient permettre d'enrichir cet aspect du texte, notamment s'agissant des navires. Les discussions exigeantes menées en commission sur le titre 4, consacré à la réforme de l'asile, nous ont permis d'améliorer le texte sur des questions essentielles. Sur l'article 19, qui crée des pôles France Asile, nous sommes revenus sur l'expérimentation voulue par le Sénat pour permettre un déploiement immédiat de ce dispositif, mais nous avons tenu à conserver certains éléments votés par nos collègues sénateurs.
Nous avons également précisé le déroulement de la procédure entre l'introduction de la demande d'asile et l'entretien personnel du demandeur avec un officier de protection de l'OFPRA. Nous poursuivrons en séance publique, je n'en doute pas, le dialogue sur ces différents points. De même concernant l'article 20, qui réforme la Cour nationale du droit d'asile. Les travaux en commission ont permis de tenir compte de la situation particulière des requérants mineurs, à l'initiative de nos collègues Philippe Brun et Erwan Balanant. J'ai souhaité, au travers de plusieurs amendements qui ont été adoptés par la commission, modifier l'article 21 relatif à la simplification du contentieux administratif des étrangers pour parvenir, au travers d'une architecture organisée autour de 4 procédures, à concilier l'impératif de simplification de ce contentieux avec celui de l'efficacité de la mise en œuvre de notre politique d'éloignement. La Commission a également renforcé les garanties applicables pour encadrer davantage le recours à la vidéo-audience devant le juge administratif comme devant le juge judiciaire. Ces dispositions, j'en suis convaincu, sont équilibrées et offrent une réponse adaptée à l'exigence de rapidité et d'efficacité du traitement judiciaire de ce contentieux, sans sacrifier la protection des droits de l'étranger justiciable. Je me félicite enfin du travail de notre commission sur l'article 25, un article de grande importance qui tient compte de manière très concrète de l'évolution du contentieux des étrangers et permet d'adapter les règles procédurales à la réalité de ce contentieux. Cette disposition, réécrite par la Commission, tire notamment les leçons de l'expérience du traitement judiciaire des migrants arrivés à bord de l'Ocean Viking à Toulon en novembre 2022 et offre une réponse procédurale adaptée pour faire face à la gestion simultanée d'un nombre important d'étrangers en zone d'attente. Ces 3 titres proposent donc des dispositions qui me paraissent essentielles. Chers collègues, ce débat, nous devons l'avoir. Nous ne pouvons plus le repousser. Nous devons l'accepter tel qu'il est. Car oui, tous les pays, tous les régimes politiques, tous les gouvernements sont concernés par les questions migratoires qui font partie des 2 grands défis de notre siècle avec les questions environnementales. Parler d'immigration est certes difficile, car nous parlons de femmes, d'hommes et d'enfants, mais c'est nécessaire et éminemment politique. Parler d'immigration, c'est aussi parler de notre modèle républicain et social, de sa capacité à intégrer, des moyens qu'on lui octroie, des règles que nous nous fixons collectivement. Parler d'immigration, c'est également parler de sécurité. Enfin, parler d'immigration, c'est parler aux Français. Car oui, les Français soutiennent en grande majorité le projet de loi présenté par le gouvernement et attendent de cette Assemblée que les débats soient apaisés, constructifs et utiles. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Olivier Servat, rapporteur de la Commission des lois. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les co-rapporteurs, chers collègues députés. J'ai l'honneur de clore cette série d'interventions en tant que rapporteur du titre 6 de la loi consacrée aux Outre-mer. Je tiens en premier lieu à rappeler que ma démarche, tout au long des travaux qui ont été menés au sein de la Commission des lois, a été, en tant que rapporteur, celle de la concertation et de la co-construction. C'est ainsi que nous avons consulté les 11 territoires peuplés ultramarins sur les 3 océans. Alors que nous nous apprêtons, en principe, à légiférer ensemble dans les jours à venir sur la situation de ces territoires d'outre-mer, je veux rappeler avec force ma conviction profonde et celle du groupe auquel j'appartiens, le groupe Lyot, qui est qu'aucune mesure ne doit être adoptée sans une très large adhésion des territoires concernés. Cette démarche a d'ores et déjà permis d'enrichir considérablement le projet de loi. Il faut en effet rappeler que le titre 6, tel qu'il nous arrivait du Sénat, ne comportait que 2 articles. C'est à notre Assemblée nationale qu'il incombait la tâche de traduire dans la loi ce qui a été l'engagement du gouvernement de ne pas légiférer par ordonnance pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de notre Constitution, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, plus Saint-Pierre et Miquelon. Les travaux de la Commission des lois ont ainsi considérablement étoffé le titre 6 en y introduisant des dispositions sur mesure, adaptées aux réalités et aspirations de chaque territoire. Je veux en particulier me réjouir de l'accord qui a été trouvé pour permettre en Outre-mer la territorialisation de l'établissement de la liste des métiers en tension. Celle-ci sera définie après un avis de la Commission placée sous l'autorité du préfet et composée de l'ensemble des
acteurs pertinents à l'échelle locale, chambres consulaires, élus, organisations syndicales et patronales, pour s'assurer de la réalité du marché du travail et qu'elle soit correctement prise, cette réalité. De même, dans le cadre du mécanisme de régularisation de l'article 4 bis, le préfet pourra, à Saint-Pierre-et-Miquelon, lors du renouvellement du premier titre de séjour, délivrer une carte pluriannuelle afin de tenir compte de la situation particulière de cet archipel qui a un besoin pressant de main-d'œuvre à long terme. Les travaux de la Commission des lois ont ainsi permis l'adoption de mesures qui me semblent équilibrées et qui tiennent compte de spécificités de chaque territoire d'outre-mer sans dogmatisme. À l'initiative de 2 amendements présentés par mon collègue Davy Riemann, président de la délégation aux Outre-mer, le texte adopté par la Commission prévoit explicitement l'application du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile au territoire d'outre-mer, ce qui permettra de renforcer la planification des lieux d'hébergement et d'assurer que les moyens nécessaires sont déployés par l'État dans les territoires ultramarins afin d'assurer un accueil digne partout sur le territoire de la République. Toujours à l'initiative du président Riemann, la Commission des lois a également voté l'instauration d'une commission du titre de séjour en Guyane, ce qui permettra de renforcer les garanties procédurales pour les étrangers auxquels le préfet envisage de refuser le droit de séjour. De même, les travaux de mes collègues députés de Mayotte, Estelle Youssoufa et Mansour Kamardine, ont donné lieu à l'adoption de plusieurs dispositions qui permettront à ce département de tenir compte d'une situation migratoire irrégulière sans pareille sur le territoire national. Je pense par exemple à l'adoption des mesures relatives au droit du sol ou à la délivrance de certains titres de séjour. Je souhaite que nos débats en séance publique puissent poursuivre ce travail. Mes chers collègues, je me réjouis que notre Assemblée puisse, en principe, débattre des dispositions du projet de loi qui concerneront les territoires ultramarins. Je souhaite que nous gardions à l'esprit lors de nos débats que si ces territoires justifient pleinement l'attention du législateur, ils ne peuvent être abordés sous le prisme d'une norme unique et qu'il faut se garder d'une approche trop manichéenne qui méconnaîtrait la réalité des Outre-mer. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Sacha Houlié, président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Enfin, comme en commission, je le redis, enfin, l'Assemblée nationale est saisie de ce texte important pour l'avenir de notre pays et pour l'avenir de notre société. Le projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration est un texte radical, un texte volontaire. Il porte des ambitions de fermeté auxquelles beaucoup, pendant de nombreuses années, ont renoncé. Nous ne renoncerons pas. Il regarde en face la réalité de l'immigration dans notre pays et l'emploi dans de nombreux secteurs dépourvus de salariés d'une main-d'œuvre étrangère en situation irrégulière. Nous voulons mettre fin à cette hypocrisie. Il accepte de nommer et surmonter les difficultés criantes de notre administration, des juridictions du droit d'asile et des juridictions administratives, ensevelies sous les dossiers, les recours et les procédures. Nous souhaitons simplifier cette bureaucratie mortifère. Expulser les étrangers délinquants, régulariser les travailleurs sans papier, simplifier nos procédures. Nos objectifs sont clairs, ils n'ont jamais varié. Nous les avons en 18 mois, jamais perdus de vue. La Commission des lois a largement adopté ce projet de loi, par 35 voix contre 16. Elle a accompli au terme de 48 heures de débat un travail d'un sérieux incontestable et je souhaite saluer devant cet hémicycle ses rapporteurs, M. Florent Boudier, Mme Élodie Jacquet-Laforge, M. Philippe Pradal, M. Ludovic Mendes et M. Olivier Servat. J'ai lu par ailleurs que notre commission aurait dénaturé la version élaborée par le Sénat. Je ne partage pas cet avis. Celui que nous avons élaboré puis adopté expurge les cavaliers législatifs les plus certains, ceux relatifs aux mineurs, au code de la nationalité, ceux relatifs à la suppression de l'aide médicale d'État que nous avons rétabli. Leur sort aurait été réglé sans le moindre doute par le Conseil constitutionnel et de mon point de vue, le législateur s'affaiblit en attendant une censure quasi certaine. Le texte que nous avons adopté conserve un certain nombre de dispositions sur lesquelles j'ai de sérieux doutes et de franches oppositions. C'est aussi la loi du compromis. Notre commission s'est aussi entendue sur l'essentiel. Demain, si le texte est voté, si l'Assemblée nous laisse l'opportunité de l'étudier, ce sont 4000 étrangers délinquants
présents dans notre pays qui pourront être reconduits en dehors de nos frontières. C'est la double peine supprimée en 2003 qui leur sera à nouveau opposable. Ce sont les excuses à l'éloignement ou à l'expulsion qui constituent désormais les célèbres réserves d'ordre public qui seront levées. Ce sont des titres de séjour qui pourront être retirés ou qui ne seront pas renouvelés pour non-respect des valeurs de la République. Vous avez été nombreux à demander dans cet hémicycle des moyens nouveaux pour l'État. Ils sont là. Demain, si vous votez ce texte, ceux qui participent aux filières d'immigration clandestine, les passeurs et à la criminalité organisée, seront pris pour ce qu'ils sont réellement, des criminels et non seulement des délinquants. Si vous votez ce texte, l'État pourra mieux connaître de la situation des personnes présentes sur son territoire grâce à l'enregistrement de leurs empreintes. Mais il est tout aussi vrai que si demain ce texte est voté, il n'y aura plus de rétention des mineurs, ni dans les centres de rétention administrative, ni dans les lieux de rétention administratifs. De même que pour tenir compte de la réalité crue que j'ai déjà décrite, nous procéderons à la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension prévus par l'article 4 bis, pour laquelle j'ai accepté certains compromis. Les employeurs concernés auront de surcroît des obligations de former leurs salariés non francophones. Les demandeurs d'asile qui, par leur nationalité, ont le plus de chances d'être protégés pourront travailler et plus seulement dépendre des prestations sociales. Les employeurs qui abusent de la main-d'œuvre étrangère et de sa précarité seront sanctionnés. Les étrangers victimes de conditions de travail inhumaines, de proxénétisme, des marchands de sommeil se verront protégés par la réécriture et l'élargissement de l'amendement Brossat. Alors oui, ce texte comporte des avancées sociales qui mettent un terme à l'hypocrisie collectivement entretenue ces dernières années. Et il est absolument faux de dire qu'il crée un hypothétique appel d'air. Ces personnes sont déjà sur notre sol. Il reste que nous débattrons peut-être des mesures les plus essentielles, celles de la simplification des procédures. Il suffit pour chacun d'entre nous de se rendre dans un service des étrangers d'une préfecture, à l'OFII ou dans un tribunal pour constater la masse de travail et la complexité des procédures. La réduction de 12 à 3 procédures contentieuses, l'examen à 360 degrés sont quelques exemples de ce que ce texte permettra. Il reste que nous n'avons pas omis de consacrer les spécificités de nos collectivités ultramarines. J'insiste, pas par des ordonnances, mais dans la loi. Tout le titre 6 y est consacré. Monsieur le ministre, chers collègues, la commission des lois vous présente un texte radical, un texte ambitieux, un texte volontaire. Ce projet a besoin de vos suffrages, mais nos compatriotes, les Françaises et les Français, ont besoin de ce projet. La majorité a montré qu'elle était prête à des compromis, mais pour faire des compromis, il faut au moins être deux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Pierre-Henri Dumont, rapporteur pour observation de la Commission des Affaires européennes. Bien. Monsieur le rapporteur, vous êtes très attendu manifestement. Bien, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. 1,6 million de nouvelles entrées d'immigrés en France entre 2017 et 2022, soit le double de la taille de la ville de Marseille. 600 à 900 000 clandestins déambulant dans les rues de notre pays, moins de 7% des obligations de quitter le territoire français réellement exécutées en 2022. 3,8 millions de titres de séjour en circulation fin 2022, soit 25% de plus en 5 ans, 75% des vols à Paris commis par des étrangers. Cette 30e loi sur l'immigration depuis 1980 n'est pas un projet de loi comme les autres. C'est d'abord celui du bilan catastrophique de la politique migratoire du président de la République, ou plutôt son absence de politique migratoire, laissant grandes ouvertes les portes de notre pays aux réseaux de passeurs, aux violeurs, voleurs et assassins, jetant du même coup l'opprobre sur l'ensemble des étrangers vivant dans notre pays, tant vous êtes incapables de séparer le bon grain de l'ivraie, l'intégrer de l'islamiser, le travailleur de l'assister. Dans la majorité, ce projet de loi apparaît donc pour les uns comme une rédemption, pour les autres comme une tentative d'émancipation. Pour les Français, il ne devra pas être une nouvelle déception, car la question est ici de savoir s'il n'est pas déjà trop tard. Tant vivent déjà dans notre pays des millions de personnes, françaises ou étrangères, en marge de la République, de ses valeurs, de la science, de la laïcité, de toute vie en société, face à face et non pas côte à côte. Dès lors,
Est-il raisonnable de vouloir accueillir plus encore, même en renforçant légèrement les contrôles, alors que nos capacités d'intégration sont saturées? Nous ne le pensons pas. Les quelques avancées de ce projet de loi, en particulier la levée de certains freins à l'expulsion, sont à relever mais sont loin de faire le poids face à tout le reste, qu'il s'agisse de votre bilan ou de vos propositions. Au contraire, puisque vous refusez de prendre des mesures réellement coercitives à l'encontre des pays qui ne veulent pas reprendre leurs clandestins, en leur coupant l'aide au développement, les visas étudiants, vous arriverez au paradoxe de la dégradation du taux d'exécution des OQTF, puisque vous en délivrerez plus sans pour autant obtenir un laissez-passer consulaire nécessaire à l'expulsion. Député de Calais, du Calaisis, de la ruralité, terre qui fait face au chaos migratoire depuis plusieurs dizaines d'années, je ne peux que constater les manques du projet de loi pour améliorer les conditions de vie des habitants de mon territoire, permettre le développement économique des entreprises et arrêter de transformer la Manche en cimetière. Rien pour sanctionner les associations No Border et leurs membres qui organisent les squats et incitent les migrants à refuser les mises à l'abri organisées par l'État, laissant les malheureux dans les mains de passeurs marchands de mort. Rien pour établir le délit de séjour irrégulier, ni pour faciliter le contrôle des véhicules particuliers. Rien pour octroyer un statut particulier à mon territoire, devenu frontière extérieure de l'Europe depuis le Brexit. Rien pour donner des conditions dignes de travail aux forces de l'ordre, où les policiers de Calais s'entassent dans un commissariat obsolète et les garder à vue dans des geôles vétustes. Le projet de loi que vous nous présentez demeure, s'il n'est pas rectifié dans les prochains jours, celui du mépris de mon territoire et des occasions manquées. Un constat clair doit être dressé. Entre la majorité et nous, deux visions diamétralement opposées de l'immigration s'affrontent. Pour vous, l'immigré doit faire le travail que les Français ne veulent plus faire. Et tant pis s'il tire les salaires des métiers les moins qualifiés vers le bas et empêche l'amélioration des conditions de travail, mettant en concurrence déloyale le clandestin malien et la mère de famille monoparentale de banlieue. À votre immigration familiale, sous-qualifiée et subie, nous préférons une immigration de travail, surqualifiée et choisie. Vous voulez régulariser les clandestins qui ont travaillé 8 mois dans les 2 ans dans un métier en tension. Non seulement ceux présents aujourd'hui sur le territoire, mais également ceux qui ne sont pas encore présents en France. Vous voulez rendre encore plus inexpulsables les demandeurs d'asile déboutés en leur permettant de travailler dès le dépôt de leur demande. Vous avez supprimé en commission des lois la transformation de l'AME en aide limitée aux seules urgences, le rétablissement du délit de séjour irrégulier et l'aménagement du droit du sol. Vous refusez de dénoncer l'accord de 68 entre la France et l'Algérie, excluant les immigrés algériens du droit commun, leur offrant un droit migratoire dérogatoire ultra favorable. Vous rejetez toute réforme de la Constitution visant à ne plus soumettre nos tentatives d'expulsion d'étrangers dangereux à la jurisprudence permissive du droit européen. Vous organisez l'impuissance publique, provoquez la défiance générale et, ce faisant, vous pavez la route du pouvoir au populisme. Tant que vous emprunterez ce chemin, nous combattrons vos projets, non pas parce que vous les portez, mais parce qu'ils sont mortifères pour notre pays, sa cohésion, ses habitants, son essence, plus seulement à long terme, mais également, et c'est bien là le bilan du macronisme, à plus court terme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. S'il vous plaît, un peu de silence. J'ai reçu de Mme Cyrielle Châtelain et des membres du groupe écologiste une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 de notre règlement. La parole est à Monsieur Benjamin Lucas pour une durée de 15 minutes. Allez, s'il vous plaît, un peu de silence. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur général, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Parler de la migration des hommes et des femmes n'est pas seulement l'affaire d'un débat législatif, juridique, technique. C'est aussi, et peut-être même d'abord, parler de nous-mêmes, de la nation que nous formons ensemble. C'est chercher à comprendre l'idée que chacune et chacun se fait de la France, de sa place dans le monde. C'est invoquer les valeurs qui nous dépassent, une histoire qui nous oblige. C'est plonger dans l'intimité de vies humaines qui dépendent directement des décisions que nous prenons. Le hasard d'un tirage au sort a amené mon groupe à présenter cette motion de rejet. Je veux le dire en préambule aux collègues de LR, de l'IOT, mais aussi à ceux qui, dans la majorité, doutent.
Voter le rejet dans un instant n'est en rien une adhésion à mon propos et ne sera pas instrumentalisé comme tel. Nos règles parlementaires et démocratiques sont claires. Je sais qu'il n'existe pas sur ce sujet de majorité pouvant se rattacher ici à l'analyse que je formulerai dans un instant et je n'aurai pas l'outrecuidance de croire que je puisse en quelques instants vous convaincre. Mais il n'existe pas davantage de majorité autour du texte du gouvernement. Et c'est bien là le seul objet de cette motion. Oui ou non, le gouvernement peut-il obtenir, in fine, les voix nécessaires à l'adoption de son projet? Chacune et chacun ici connaît la réponse. Ce vote doit permettre d'en apporter la démonstration. Nous n'en tirerons aucune gloire et nous savons que ce n'est pas autour de nos idées que se fait ce scrutin. Nous ne le prendrons que comme un point d'appui. Tournant ainsi la page de très longs mois que vous avez employés à tenter de rallier une majorité d'entre nous, Monsieur le Ministre. Voici plus d'un an que nous discutons de ce projet. Mes chers collègues, il est temps de décider. Monsieur le Ministre, vous n'avez pas su trouver ici les équilibres et les compromis qui vous étaient nécessaires. Par conséquent, la discussion parlementaire qui s'ouvrirait si d'aventure nous rejetions cette motion ne serait qu'un vaste marchandage visant à débaucher individuellement les nombreuses, très nombreuses voix qui vous manquent. Et nous avons vu ce week-end encore à quels procédés démagogiques et fallacieux vous êtes prêts à recourir à grand renfort des moyens de l'État. À quel chantage vous vous livrez sans vergogne via les réseaux sociaux ou dans les médias, et de nombreux collègues sur tous les bancs peuvent en témoigner. La fébrilité, Monsieur le ministre de l'Intérieur, n'excuse pas tout. On attendait de vous le comportement d'un ministre de la République, pas celui d'un chroniqueur de chaîne d'information en continu. Voter cette motion de rejet, c'est seulement mais nettement reconnaître la situation politique et parlementaire telle qu'elle est. C'est dire que ce débat sur la France, sur sa place dans le monde, sur le rapport que la République entretient à celles et à ceux qui la rejoignent, quoi que l'on pense sur le fond, mérite mieux que vos tergiversations, que vos gesticulations et que quelques trahisons. N'étant ni une carpe ni un lapin, et prenant encore moins l'alliance des deux, je ne veux pas me dérober. Permettez-moi d'exposer en sincérité quelques convictions profondes sur le fond du débat qui s'ouvre dans notre hémicycle et qui, je l'espère, se refermera dans un instant. Je veux en cet instant porter la voix de ceux qui font battre le cœur de la France, ces millions de Français anonymes qui ne sont pas salariés de M. Bolloré et préfèrent bien souvent la compassion à l'interjection. Je pense à Alfred, épidémiologiste de renom, médecin volontaire à Briançon et Montgenèvre. Je pense à Chantal, qui enseigne le français à des jeunes arrivants à Avignon. Je pense à Stéphane, boulanger de Besançon, qui a fait la grève de la faim pour empêcher l'expulsion de son apprenti. Je pense à Fatia, qui collecte des denrées alimentaires à Calais pour ces milliers de femmes, d'hommes et d'enfants qui croupissent dans la boue et le froid. Je pense à Gérard, maire de Pessat-Villeneuve dans le Puy-de-Dôme, 670 habitants, qui héberge depuis 2015 des exilés dans le dortoir d'une ancienne colonie de vacances. Je pense à Emma, étudiante à Nevers, qui assure des permanences d'accès au droit pour les exilés. Je veux dire à ces milliers, à ces millions de femmes et d'hommes qui ont confiance dans nos valeurs, qui s'inscrivent dans l'histoire de l'humanisme, qu'ils sont l'honneur et la grandeur de la nation. Nous sommes la France, généreuse, fraternelle, républicaine. Ernest Renan écrivait que ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun. C'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Alors je dis pour ma part que nous sommes une nation bien plus grande, bien plus forte, bien plus belle que l'idée que s'en font les partisans du repli identitaire et nationaliste. Nous ne sommes qu'au début de la grande aventure qu'est la France. On nous dit minoritaire. Je ne crois pas que ce soit une vérité ou tout du moins pas une fatalité. Il est vrai que nous sommes dans un moment singulier où l'angoisse du déclassement et la vision du déclin de la France suscitent la colère légitime de nos concitoyens. Il pèse sur le débat démocratique un climat de peur. La peur, c'est l'ennemi intime de la démocratie, parce qu'elle préfigure l'obéissance aveugle et le déferlement de la violence. Alors certains agitent ces peurs et cherchent à désigner un ennemi coupable de tout. Cet ennemi, c'est l'étranger, réel ou supposé d'ailleurs.
À force d'engloutir le débat public sous les thèmes et les termes de l'extrême droite, nous avons collectivement laissé s'installer dans notre pays un racisme d'atmosphère. Ce racisme d'atmosphère se manifeste dans les petites humiliations du quotidien, de discours stigmatisants en amalgames orduriers, de violences symboliques qui deviennent physiques. Nous l'avons vu encore récemment. Ce racisme d'atmosphère imprègne évidemment le débat sur l'immigration. Alors, assez naturellement, l'opinion publique dans notre pays surestime de 15 points le poids de l'immigration en France. On a fait des victimes qui fuient la guerre ou la misère des coupables. Bouc émissaire facile d'une France déclassée par des décennies de néolibéralisme, fracturée par les inégalités, minée par les injustices, désertée par les services publics, trop souvent impuissante face au désordre du monde, notamment devant le péril climatique. S'il y a un grand remplacement, ce n'est pas celui auquel se réfèrent les complotistes xénophobes. C'est le grand remplacement des agents du service public par des machines froides et privatisées. Le grand remplacement des commerces de proximité par des entrepôts géants de multinationales. Le grand remplacement de la liberté par les discriminations, de l'égalité par le marche ou crève, de la fraternité par le chacun pour soi. Mes chers collègues, c'est à la refondation de notre pacte républicain, à la redéfinition de notre contrat social qu'il conviendrait de nous atteler ici pour réparer et apaiser le pays. Mais vous avez choisi, Monsieur le ministre, de vous engouffrer dans le piège qui a déjà englouti nombre de vos prédécesseurs. Avec tambours et trompettes, vous nous annonciez un texte d'équilibre, tout en trouvant Madame Le Pen trop molle et en reprenant jusqu'à ses mots et ses slogans. Où est cet équilibre ? En maigre compensation prétendument humaniste aux nombreuses mesures liberticides et brutales de votre projet, vous avez brandi une promesse de bon sens pour donner droit à des travailleurs sans papier, piliers de notre économie. Au bout du compte, ou plutôt du décompte des voix, nous voilà avec quelques régularisations, dans quelques régions, pour quelques métiers en tension, le tout dans une période d'expérimentation qui ne survivrait pas à la durée du quinquennat. C'est mieux que rien, mais c'est presque rien. Par ailleurs, de notre point de vue, faire des nouveaux arrivants des variables d'ajustement économique selon le niveau de tension de tel ou tel métier dans tel ou tel territoire revient à les déshumaniser, à les priver de dignité. C'est une rupture grave dans les principes du droit du travail. On ne gouverne pas la France à coups de formules comptables, mais avec des principes et des valeurs qui nous obligent. Notre point d'équilibre à nous n'est pas compatible avec votre texte. Notre exigence va vers une politique d'humanité qui ne peut être équidistante d'aucune prétendue fermeté. Cette fameuse fermeté, parlons-en. En 40 ans et 30 lois sur l'immigration, elle n'aura produit que 2 effets. L'inflation des revenus des passeurs qui indexent leurs tarifs sur les difficultés à franchir nos frontières et la hausse terrifiante du nombre de morts en Méditerranée ou dans les Alpes. Au cours du jeune 21e siècle, il aura été construit 40 000 kilomètres de murs à travers le monde, autant que la circonférence de la planète. Pour quel résultat ? Notre exigence va vers une politique de la fraternité qui est constitutive de notre contrat social. Si la fraternité trône aux côtés de la liberté et de l'égalité dans le triptyque de notre devise républicaine, ce n'est pas seulement pour demeurer gravé en lettres creuses au fronton de nos mairies, c'est pour forger notre action, pour s'incarner, s'éprouver tant dans le quotidien de chacune et de chacun que dans les choix qui guident la façon dont nous entendons relever les grands défis de l'avenir. Notre exigence va également vers une politique fondée sur la lucidité. La lucidité, c'est comprendre que celui qui s'est arraché à sa terre, engageant un long chemin sans retour, qui a vécu la violence, la faim, la peur, parfois la torture ou le viol, puis a vu ses compagnons d'infortune flotter sous forme de cadavres en Méditerranée avant d'être traqués par la police dans le froid des Alpes, celui-là, celle-là, n'est pas connecté à la chaîne parlementaire pour se demander si telle disposition législative va lui octroyer ou le priver de tel droit, de telle allocation, de telle protection. L'appel d'air n'existe pas. Laissons les familles se réunir, les gens s'aimer, les malades se soigner, et que cesse le harcèlement des humanitaires, la criminalisation de la solidarité. La lucidité, c'est regarder les chiffres. La part des étrangers en France est globalement stable depuis des décennies. Nous accueillons moins que nombre de nos voisins
et bien moins que la plupart des pays du Sud qui sont le point d'arrivée de la majeure partie des migrations. Non, il ne nous est pas demandé d'accueillir ou pas je ne sais quelle juste part de la misère du monde. La lucidité, c'est éprouver une incommensurable honte devant les conditions de survie des exilés dans notre pays. L'indignité de nos réponses sanitaires, sociales, humanitaires, de l'organisation consciente de l'entrave à l'accès aux droits. Des centres de rétention au camp de fortune, la France des droits de l'homme tolère l'intolérable. Et que dire de l'état du droit qui ne voit pas le demandeur d'asile comme un persécuté, mais comme un potentiel tricheur. La lucidité, c'est refuser l'enfermement des enfants, leur abandon ou la négation de leur minorité. La lucidité, c'est sortir la comptabilité des étudiants étrangers des statistiques de l'immigration et reconnaître que pour la plupart, ils repartent dans leur pays et ils font rayonner la France, qu'ils réussissent mieux leurs études et rapportent 1,35 milliard d'euros chaque année à notre économie. Soyons fiers pour notre influence, notre recherche, notre modèle universitaire d'accueillir tous ces talents. La lucidité, c'est comprendre que l'intégration ne peut se résumer à une injonction. Elle est un processus de socialisation qui implique une progression dans le temps. C'est l'action politique qui peut créer les conditions de cette inclusion, en levant les obstacles économiques, sociaux, éducatifs, linguistiques, culturels et civiques. Vous êtes dans une impasse, Monsieur le Ministre. Vous ne vous y êtes pas mis seul. Cette impasse vient en réalité des prémices du macronisme. Avoir cru ou feint de croire que l'on pouvait durablement effacer 2 siècles d'un clivage qui a établi, construit, structuré la République entre gauche et droite était une erreur politique et une faute démocratique. Il ne suffit pas d'agréger les renégats des deux camps pour bâtir un nouveau monde. Il ne suffit pas d'agréger les renégats des deux camps pour bâtir un nouveau monde. Parce que ces clivages correspondent à des visions de la société, de l'intérêt général, de l'avenir du pays. Ils sont respectables. L'opportunisme ne peut pas être érigé en méthode de gouvernement. Pour diriger un pays aussi beau et grand que la France, il faut une boussole qui donne un cap. Quel est le vôtre? Sur ce texte, vous avez dit « gentil avec les gentils, méchant avec les méchants ». Mais Monsieur le Ministre, on ne gouverne pas la France avec des slogans de cours d'école. Les Français ne sont pas des enfants, pas plus que les parlementaires. Quelle est votre boussole sur un sujet aussi essentiel et clivant parmi nous que l'aide médicale d'État? Votre majorité a voté son rétablissement en commission au Palais Bourbon après que vous ayez donné votre blanc-seing à sa suppression au Palais du Luxembourg. Le « en même temps » macroniste est donc aussi dangereux pour la santé physique qu'il l'est pour la santé démocratique. Il est temps de nous en vacciner. Vous avez perdu vos repères. Vous avez renoncé à assumer une conviction sans pour autant en rencontrer d'autres, ni à gauche, ni à droite de cet hémicycle. Je constate que la somme des soutiens de ce texte est inférieure à la somme des opposants dans cette Assemblée. Cette réalité est la seule qui compte en cet instant. Mes chers collègues, rejetons ce mauvais texte maintenant. Un débat aussi important que celui-ci, sans doute parmi les controverses les plus importantes politiquement et moralement de notre époque, mérite mieux qu'un petit texte porté par une petite majorité. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lucas, je vous ai entendu et vous évoquez vos clins d'œil, mais j'ai bien vu vos clins d'œil pour Rassemblement national. Monsieur Lucas, j'ai bien vu votre compromission avec le parti de Madame Le Pen.
Et monsieur Lucas, quelle que soit cette motion de rejet, plus jamais aucune leçon de morale de politique, plus jamais aucune leçon d'humanisme. Monsieur Lucas, pour une petite victoire incertaine qui va durer quelques secondes ou le temps de ce que durent parfois les journaux, vous vous êtes compromis et cela va vous coller longtemps au basque à mon avis. Vous avez joué la rétention des mineurs sur un coup politique parce que vous avez poussé le toupet et le paradoxe à réclamer la fin de la rétention des mineurs dans les centres de rétention sans jamais pouvoir se dire que vous pourriez faire la loi et changer la vie des gens. Vous êtes finalement assez bas et je le regrette profondément. Finalement, monsieur Lucas, je vous comprends. Je vous comprends parce que votre vision de l'immigration, en effet, n'a rien à voir avec celle que porte la majorité. Je vous comprends parce que vous avez finalement regretté tous les gouvernements que vous avez soutenus lorsque vous étiez socialiste, lorsque vous étiez écologiste, lorsque vous étiez en tout cas en responsabilité, qui n'ont jamais fait ce que fera cette majorité d'une manière ou d'une autre, qui n'ont jamais été en responsabilité et qui considèrent, regardez autour de vous, tous les pays où les Verts gouvernent, regardez en Allemagne, tous les pays où les Verts gouvernent, ils sont en responsabilité. La vérité, c'est que dans l'opposition, on fait parfois n'importe quoi. En responsabilité, on répond aux besoins des peuples. Voilà ce que nous faisons, nous, en responsabilité. Alors, finalement, j'en vous entends, monsieur Lucas, vous demander le rejet. Pas le rejet du texte, le rejet du débat. L'Assemblée nationale ne pourrait pas débattre. Ne pourrait pas débattre ici et maintenant de toutes les mesures que je vous ai égrenées des 2600 amendements proposés par les parlementaires. Mais alors pourquoi passer une semaine en commission, monsieur Lucas? Pourquoi ne pas évoquer tous ensemble l'absence de votre groupe politique et ceux de l'opposition pour rejeter ce qu'a très bien dit le président de la commission des lois en commission? Peut-être parce que les médias n'étaient pas aussi présents et j'ai peur que votre opposition ne soit médiatique et pas sur le fond de ce qui intéresse les Français. La vérité, mesdames et messieurs les députés, c'est qu'il y a un moment, et je suis parlementaire comme vous, élu dans une des circonscriptions de France, il y a un moment où lorsque des Français se déplacent un dimanche pour mettre votre bulletin, votre nom dans une urne, il y a une responsabilité. Une fois, deux fois, trois fois pendant un mandat où on doit répondre à l'interrogation des Français. On doit répondre à la demande d'exigence et de discussion. On doit être à la hauteur de la fonction et on doit être au moment où les électeurs ont besoin de débats et de désaccords. Moi, monsieur Lucas, moi, madame Le Pen, moi, monsieur Marlex, moi, monsieur Chassaigne, moi, madame Panot, je n'ai pas peur du débat et je le souhaite. Et je le souhaite. J'ai oublié, monsieur Vallaud, j'ai mon excuse bien volontiers, mais je l'avais confondu dans le grand tout de la NUPES. Je n'ai pas peur du débat parce que vous savez, il y a des millions de Français qui regardent les débats que nous avons. Des millions et des millions qui vont voir les députés du Rassemblement national et certains députés des Républicains voter avec M. Lucas qui veut la régularisation de tous les sans-papiers. Voter avec la NUPES. Les Français doivent comprendre qu'une partie de la droite va voter avec la NUPES qui décide désormais hors du champ républicain. Et qu'il refuse la main tendue du gouvernement. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs les députés, nous vous proposons de débattre
Nous vous proposons de montrer ce qui est digne en politique, c'est-à-dire des désaccords. Nous vous montrons la possibilité de compromis. Et le gouvernement arrive avec l'idée qu'il pourrait trouver ce compromis, prouver de longues semaines de discussion, siéger le soir, siéger la nuit, siéger le week-end, et avoir la possibilité enfin de changer la vie des Français, avoir la possibilité d'armer nos policiers, nos gendarmes et nos magistrats, avoir la possibilité de dire que oui, la politique peut des choses. Alors on peut dire que c'est trop dur, on peut dire que c'est difficile, on peut dire que c'est impossible. Moi, je vois surtout la volonté de ne pas discuter et de ne pas serrer la main tendue. Alors oui, les mêmes qui attaquent la Première ministre et le gouvernement sur les 49.3 en veulent un eux-mêmes. Les mêmes qui veulent le débat tous les jours ne le veulent pas quand on le propose. Les mêmes qui disent que le débat doit se faire sans le Rassemblement national leur fait les yeux doux. Finalement, le gouvernement et la majorité est claire. Nous sommes ouverts au débat, nous sommes ouverts au compromis, nous sommes ouverts à la discussion. Mais il est vrai que pour discuter, pour faire avancer les Français, il faut être au moins deux. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Nous allons entamer les explications de vote sur la motion. 2 minutes par orateur. Le premier à s'exprimer sera le président Marcangeli pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, cette motion rime avec irresponsabilité. Irresponsabilité car son adoption priverait la représentation nationale d'un débat qui, quelle qu'en soit l'issue, est indispensable et souhaité par les Français. Irresponsabilité car son adoption priverait l'État de nouveaux moyens pour choisir qui est en droit de séjourner sur notre territoire et à quelles conditions. Irresponsabilité car son adoption priverait la justice de la possibilité de prendre toutes les mesures utiles à la préservation de l'ordre public. Irresponsabilité car son adoption priverait notre diplomatie de nouveaux moyens pour contraindre les États peu coopératifs à délivrer les laissez-passer consulaires, ces âmes indispensables à l'exécution réelle des OQTF. Irresponsabilité, enfin, car s'il fallait le rappeler, nous sommes les représentants du peuple. Or, selon les derniers sondages, ce sont 86% des Français qui sont favorables à l'expulsion des délinquants étrangers à l'issue de leur peine de prison. Ce sont 80% d'entre eux qui veulent limiter la délivrance de visas aux pays qui ne récupèrent pas leurs ressortissants faisant l'objet d'OQTF. Je le dis clairement, mes chers collègues, il en va de la responsabilité de chaque groupe de cet hémicycle pour que ce débat ait lieu. Le groupe Horizon et Apparentés votera contre cette motion de rejet préalable, car l'inverse reviendrait à nier la raison d'être de notre mandat, débattre. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Présidente Châtelain pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, votre communication de ce week-end était une copie d'un tract de l'extrême droite. Votre texte reprend les obsessions identitaires de l'extrême droite et, ce faisant, il affaiblit notre cohésion et contrevient à l'intérêt général. Vous pouvez nous calomnier, mais les écologistes ont toujours été droits, debout et fermes face à l'extrême droite, pendant que votre majorité était silencieuse alors qu'ils proféraient leurs mensonges. Ce texte, Monsieur le Ministre, est une compilation. Il est une compilation de petits arrangements. Il y a à la fois le paroxysme et la débâcle du en même temps. Il reprend les mots de l'extrême droite, il reprend ses propositions, tout en laissant quelques miettes aux humanistes de votre majorité. Le compromis exigeant, il se cherche et se trouve grâce aux discussions transparentes, où chacun fait valoir son point de vue et où on chemine ensemble vers une production commune. C'est tout l'inverse de vos méthodes, Monsieur le Ministre, où vous avez fait tantôt du marchandage, tantôt de la flatterie et ce week-end de la manipulation. Voter cette motion de rejet, c'est affirmer qu'on n'achète pas une majorité avec des mesurettes.
Chers collègues de la majorité, je le sais, vous êtes loyaux au président de la République. Vous êtes loyaux à votre groupe et c'est tout à votre honneur. Mais cette loyauté s'arrête là où débute le caractère personnel du vote. Il n'existe dans notre République aucun mandat impératif. Ainsi, la loyauté n'est pas la soumission. Elle n'est pas la soumission aux intérêts et aux ambitions présidentielles d'un ministre. Elle n'est pas la soumission à un texte qui joue les amalgames et n'hésite pas à tomber dans les travers populistes. Elle n'est pas la soumission à un texte où votre voix a été réprimée, ou même l'évidence du retour de la pleine régularisation des travailleurs sans papier n'a pas été retenue. Et si, malgré vos convictions, messieurs, madame de la majorité, vous empêchez le vote de cette motion rejet, vous serez responsable pour les débats qui s'en suivent. Vous serez responsable d'avoir transformé notre Assemblée en chambre d'écho des délires du Rassemblement national. Je vous remercie. Quand les conditions ne soient pas réunies, oui, on refuse le débat. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à Madame Elsa Fossillon pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Nous ne voulons pas d'une énième loi sur l'immigration qui s'inscrive dans une logique répressive et sécuritaire. Nous ne voulons pas qu'à l'image des débats au Sénat et en commission des lois, l'Assemblée nationale puisse être la caisse de résonance de propos abjects, haineux, xénophobes, essentialisants à l'encontre des étrangers. Nous ne voulons pas d'une loi qui attaque notre cohésion sociale en pointant l'étranger comme suspect, comme fraudeur, comme délinquant. La menace dans notre pays, ce n'est pas l'étranger, ce sont les mots de l'extrême droite. Nous ne voulons pas d'une loi pour mener, Monsieur le Ministre, une course électorale avec l'extrême droite. En réalité, vous ne menez pas la course et vous le savez. Ce que vous faites, c'est que vous validez leurs thèses et que vous leur donnez le point. Nous ne voulons pas d'une loi qui nourrit les fantasmes, alimente les peurs, parce que nous savons que ces discours abjects et ces discours haineux les alimentent dans notre pays et alimentent la violence raciste à l'œuvre déjà dans certaines villes de notre pays. Et surtout, nous ne voulons pas d'une loi qui tourne le dos à notre ambition d'accueil et d'hospitalité. L'immigration comme l'hospitalité sont le fruit de notre histoire. Ils fondent aussi notre état de droit. Nous ne voulons pas d'une loi qui pointe un responsable, l'étranger, alors même que la fermeture des hôpitaux, le manque de profs dans nos écoles, ils ne sont pas le fruit d'une arrivée des étrangers, ils sont le fruit de vos choix politiques. Nous voulons des dispositions d'accueil, parce que nous savons que l'accueil, c'est la solution pour inclure et autonomiser. Et il n'y a rien là-dessus dans votre loi, à part quelques miettes laissées au gré des discussions au Sénat et à l'Assemblée nationale. Oui, nous voulons une régularisation de tous les travailleurs. Merci beaucoup. La parole est à Madame Estelle Youssoufa pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Le groupe LIOT tient à ce que notre Assemblée examine et débatte du projet de loi immigration et intégration parce que le pays le demande. Notre pays qui oublie souvent que Mayotte, frontière sud-européenne, subit une crise migratoire hors norme. Chaque jour, environ 100 migrants arrivent illégalement à Mayotte. Un habitant sur deux est étranger à Mayotte, la plupart en situation irrégulière. Le trafic humain, l'économie illégale, le vol des terres, des biens, les violences quotidiennes font basculer Mayotte dans l'anarchie. Nous, Mahorais, sommes dépossédés des services publics monopolisés par les étrangers, toujours plus nombreux, toujours en grande détresse. Alors que Mayotte est pauvre, les Mahorais très modestes, nous sommes disqualifiés par le plus grand dénuement des milliers de Comoriens, de Malgaches et d'Africains qui affluent pour réclamer logement, asile, scolarisation et soins gratuits, alors que Mayotte est un désert sanitaire sans AME, alors qu'un patient sur deux est étranger dans notre seul hôpital. Mayotte est un désert scolaire avec des écoles sans cantine qui tournent en rotation
pour accueillir 80% d'étrangers sur ces bancs. La circulaire Taubira instituant la solidarité nationale pour prendre en charge les mineurs isolés n'existe pas à Mayotte. Des milliers de jeunes migrants sont maintenant abandonnés à eux-mêmes sur notre île et certains sont devenus des bombes humaines qui sèment la destruction et s'entretuent avec machettes et armes à feu, qui terrorisent les Mahorais parce que nous sommes Mahorais et avons choisi de rester français. La réalité des grands principes de certains, c'est que l'accueil des étrangers n'a pas de prix, mais il a un coût. Et Mayotte le paye cher. L'État refuse toute avancée sur le développement de nos infrastructures, de nos droits sociaux, au motif de l'appel d'air. On interdit à vos compatriotes de Mayotte de sortir de l'inégalité en droit parce que les étrangers peuvent y accéder en masse sur notre territoire. Face à cette tragédie et aux limites de la dépense publique, il faut faire des choix. Parce qu'aucun système ne peut tenir sans la contribution et l'adhésion de tous. Notre souveraineté est attaquée à Mayotte, notre île est menacée, déstabilisée par l'afflux migratoire. L'Assemblée doit regarder l'immigration en face et débattre. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Laure Miller pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, chers collègues. L'immigration est un sujet de préoccupation majeur de nos concitoyens qui est trop souvent otage de l'affrontement entre deux outrances. D'une part, l'immigration zéro d'un côté, ce mythe qui nous est évidemment évoqué très souvent par l'extrême droite. De l'autre, l'ouverture totale des frontières, complètement irresponsable. Pourtant, ce sujet appelle de notre part une grande responsabilité et malheureusement, ces deux outrances nous privent finalement d'une parole qui soit responsable, maîtrisée, mesurée et apaisée sur un sujet aussi complexe. Car ce qui est en cause, mes chers collègues, c'est la cohésion et c'est l'équilibre de notre société. Ce qui est en cause, c'est notre capacité à garder notre tradition d'accueil tout en préservant notre identité et notre modèle d'intégration républicain. Alors aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous, chers collègues, vous nous proposez de rejeter ce texte au préalable sans même l'étudier. Alors que ce sujet fait partie des sujets, de préoccupation principaux des Français, vous nous proposez sérieusement cet après-midi de purement et simplement l'éluder. Alors que la raison d'être de notre institution parlementaire, c'est de permettre la confrontation des idées politiques, vous souhaitez empêcher le débat de ce qui représente un des plus grands défis de notre siècle. Chers collègues, si vous votez cette motion de rejet, ça signifie que vous rejetez toutes les mesures qui permettront demain une meilleure intégration par le travail et par la langue. Si vous rejetez ce texte, les Français sauront que vous refusez de discuter des mesures qui visent à lutter contre l'immigration clandestine, particulièrement en criminalisant les passeurs et en luttant contre les marchands de sommeil. Si vous votez cette motion, nous ne pourrons pas inscrire dans la loi l'interdiction des mineurs dans les CRA. Avec cette motion, vous expliquerez aussi aux Français qu'on ne se donne pas les moyens d'expulser les étrangers délinquants dangereux pour la société française. Chers collègues, entendez les Français qui sont écœurés par les jeux politiciens. Soyez à nos côtés pour redorer le blason de notre Assemblée en bâtissant un texte utile et efficace. Soyez responsables et écartez cette motion de rejet. Merci. Merci beaucoup. Je vous indique que sur le vote de la motion de rejet préalable, je suis saisie par le groupe La France Insoumise et par le groupe écologiste d'une demande de scrutin public. Le scrutin public est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour une fois, il n'y aura pas le brouhaha des députés qui arrivent. Ils sont déjà tous dans l'hémicycle. La parole est à Madame Edwige Diaz pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, depuis plusieurs jours, vous courez les plateaux télé, vous enchaînez les tweets, les mails et vous osez venir à la tribune de l'Assemblée nationale pour nous dire honte à ceux qui ne veulent pas débattre. Monsieur le Ministre, vos provocations, au-delà de faire éclater au grand jour les divergences qui fracturent votre majorité et votre fébrilité, sont indécentes. Elles sont indécentes parce que quand on appartient à un gouvernement à ce point adepte des 49.3, on ne vient pas donner des leçons de démocratie. Elles sont indécentes car quand on a votre bilan, 120 attaques au couteau par jour, un taux d'exécution des OQTF qui n'atteint même pas les 7%, des subventions aux associations immigrationnistes qui frôlent le milliard d'euros, entre 600 000 et 900 000 clandestins qui vivent sur notre sol et plus de 400 000 étrangers légaux qui entrent en France chaque année, on ne vient pas donner des leçons en matière de protection des Français.
Enfin, vos provocations sont indécentes parce que mensongères. En effet, rien ne vous oblige à présenter une loi qui permettrait d'expulser quelques étrangers par mois, mais qui en même temps en ferait rentrer de très très nombreux. Vous pouvez tout à fait présenter des lois visant uniquement à expulser plus facilement les délinquants étrangers. Alors pourquoi ne le faites-vous pas? Pourquoi ne mettez-vous pas à l'ordre du jour la proposition de loi de Marine Le Pen visant à combattre l'idéologie islamiste? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il refusé la tenue d'un référendum sur l'immigration comme 75% des Français le réclament et comme Marine Le Pen le défend depuis des années? Monsieur le ministre, votre texte est invotable pour les députés du RN, car il va à l'encontre des attentes des Français, qui sont 65% à vouloir supprimer le droit du sol, 75% à vouloir supprimer l'AME, 71% à juger que l'immigration tire à la baisse les salaires. Monsieur le ministre, vous savez très bien que voter la motion de rejet d'un autre groupe politique ne signifie pas valider sa vision politique. Tout le monde sait que le Rassemblement national combat avec détermination la vision sans frontiériste et immigrationniste de la NUPES. Ceci étant rappelé, parce que votre loi va aggraver la situation migratoire de notre pays. Votre temps est écoulé. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Thomas Porte pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, collègues, un Français sur 3 ne mange pas à sa faim. Un Français sur 4 a déjà renoncé à se soigner pour des raisons financières. 3000 enfants dorment chaque nuit à la rue dans notre pays et la planète brûle. Voilà les urgences qui devraient nous occuper, Monsieur le Ministre. Au lieu de ça, vous faites le choix de viser l'étranger pour éviter de regarder en face le bilan de vos politiques antisociales et écocidaires. Vous présentez aujourd'hui une nouvelle loi pour contrôler l'immigration. Monsieur le ministre, la 117e depuis 1945, la 30e depuis 1980, la 4e sous le règne de la Macronie. Une loi CNews construite par un ministre d'extrême droite. Une loi rédigée autour de la théorie du grand remplacement. Théorie raciste et complotiste utilisée par l'extrême droite pour commettre des tueries de masse. Monsieur le ministre, nous le répéterons à chaque fois, il n'y a pas de vague migratoire incontrôlée en France, il y a une crise de l'accueil. Pendant 4 décennies, des politiques racistes, régressives et xénophobes se sont succédées, produisant les mêmes effets dévastateurs. Monsieur le ministre, en 8 ans, 1700 km de frontières supplémentaires ont été dressés dans l'Union européenne. Pour quel résultat, Monsieur le ministre? Une hausse des prix sur le marché des passages et des mers transformées en tombeaux de l'humanité. Vos politiques migratoires, c'est des morts en Méditerranée. La politique des barbelés de l'Europe forteresse est une impasse. Monsieur le ministre, personne ne quitte son pays pour le plaisir. L'exil est toujours une souffrance. Je le dis à nos compatriotes français qui nous écoutent aujourd'hui. Tirez le droit des étrangers vers le bas. Ne va jamais augmenter vos droits. Ne tombez pas dans le piège de la division du ministre de l'Intérieur. Enfin, Monsieur le ministre, se préoccuper des questions migratoires, c'est s'attaquer aux causes réelles des migrations. Les interventions impérialistes, le capitalisme, l'inaction climatique qui forcent des millions de personnes à l'exil. C'est pourquoi nous voterons en faveur de cette motion de rejet. Remballez votre texte et quittez le ministère. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Marlex pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, depuis 18 mois, personne ne peut contester que les députés Les Républicains, aucun de vos collègues ne peut contester que nous sommes allés dans le sens de l'intérêt général en votant les textes à chaque fois qu'ils nous paraissaient nécessaires et utiles au pays. Pour ce projet de loi immigration, nous avons travaillé main dans la main avec nos collègues sénateurs LR pour proposer aux Français le changement radical qu'ils attendent en matière d'immigration. Malheureusement, votre gouvernement a laissé piétiner en commission des lois le texte issu du Sénat, le texte de fermeté issu du Sénat. Ici même, la semaine dernière, votre gouvernement a refusé, a balayé d'un revers de la main la proposition de réarmement juridique de notre pays proposée par Éric Ciotti à travers une modification de la Constitution ou par Michel Tabarot à travers la dénonciation de l'accord de 1968.
Les Français attendent un changement radical, mais le texte sorti de la commission des lois est une fausse promesse. Pire, monsieur le ministre, pire. Ce texte permettra un droit à la régularisation et entraînera des régularisations massives. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter dans l'intérêt de notre pays. Alors oui, monsieur le ministre, le débat doit se poursuivre. Il doit se poursuivre, mais sur la base du texte de fermeté proposé par le Sénat. C'est le sens de la motion de rejet que nous soutiendrons. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Erwan Balanant pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Un peu de silence, s'il vous plaît. Monsieur Lucas, je vous ai écouté. Non, s'il vous plaît. Attendez, Monsieur Balanant. Un peu de silence, il nous reste 2 orateurs. Donc, Monsieur Balanant pour le groupe démocrate, et vous l'écoutez. Allez-y. Monsieur Lucas, je vous ai écouté avec intérêt, comme on vous avait écouté avec intérêt en commission. En commission, nous avons travaillé longuement et vous avez reconnu l'intérêt de ce travail. Donc j'avoue aujourd'hui ne pas comprendre pourquoi, tout d'un coup, au milieu du gué, vous décidez d'arrêter de travailler, décidez tout simplement de faire ce qui fait notre crédibilité et notre responsabilité, travailler au service des Français. Messieurs et mesdames, à ma gauche, à la droite de cet hémicycle, j'ai du mal à vous comprendre également. Depuis des mois et des mois, vous ne parlez que d'immigration. Depuis des mois et des mois, vous ne faites de ce sujet que le point sur qu'il faut que vous traitiez. C'est votre seule et unique boussole. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour travailler et puis devant l'obstacle, vous fuyez, devant l'obstacle, vous arrêtez le combat. J'avoue que je ne comprends pas, c'est pas très digne et franchement, les Français ne le comprendront pas. Messieurs et madame les Républicains, Monsieur Marlex, je vous ai entendu. Je vous rappelle que pendant la commission, on a eu un gros travail, un travail où vous étiez invité, on ne vous y a pas vu. Pour finir, je me retourne sur le côté gauche de cet hémicycle. S'il vous plaît. Pour dire à ceux qui hésiteraient encore, une motion de rejet, je vous le dis, c'est le texte du Sénat qui retournerait en CMP. C'est toutes les avancées que nous avons eues qui disparaîtraient. Le détricotage total de notre travail en commission. La fin de la rétention des mineurs dans les centres de rétention et dans les lieux de rétention. L'attention que l'on aurait pour un certain nombre de personnes qui travaillent en France et qui aujourd'hui n'ont pas des papiers. C'est ça que nous détruirons avec cette motion de rejet. Et pour le débat démocratique, évidemment, le groupe démocrate votera contre cette motion de rejet. Je vous remercie, monsieur le député. Et pour terminer, la parole est à monsieur Hervé Solignac pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente. À l'évidence, ce texte ne contente pas grand monde. Il mécontente ceux qui ont reçu des gages au Sénat et je peux comprendre que le président du groupe LR, qui voulait durcir le texte à l'Assemblée, se sente totalement floué après le passage en commission. Il mécontente surtout ceux à qui, Monsieur le ministre, vous aviez promis un texte d'intégration alors qu'en réalité, c'est un énième texte de posture dont on peut déjà vous prédire l'inefficacité. On n'accueillera pas mieux, on n'intégrera pas mieux, on ne reconduira pas mieux, on n'améliorera pas la jungle procédurale du droit des étrangers. Depuis des mois, vous tirez des bords entre les attentes divergentes de la Macronie, les exigences folles de la droite et les incantations de l'extrême droite. Vous êtes égarés dans ce triangle des Bermudes, à telle enseigne que le texte que vous avez présenté aux Français il y a un an n'a rien à voir avec le texte sorti du Sénat, qui lui-même n'a rien à voir avec le texte sorti de la commission des lois. Quand un ministre a perdu sa boussole républicaine, la seule urgence, c'est d'arrêter sa course folle. Comprenez que les lois et les décrets ne sont que des bouts de papier insignifiants quand on est guidé par un instinct de survie. Croire en la dissuasion migratoire relève du même mythe que croire en l'appel d'air. Ce texte n'est qu'un mensonge aux Français, auquel on tente de faire croire que le code pénal pourrait être l'alpha et l'oméga d'une politique migratoire. On vous a enjoint d'accompagner, d'intégrer, d'accueillir, parce que nous savons que c'est un investissement utile pour préparer la France de demain. En vain. Votre credo exclusif, c'est contrôler, dissuader, punir. Vous voulez de l'ordre, vous aurez confusion et pagaille. Vous voulez de l'efficacité, vous aurez le bourbier des contentieux.
Vous voulez de la sécurité, vous n'aurez que des peurs qui sont source de toutes les insécurités. Parce que ce texte est porteur de désordre, plus grand que ceux que vous prétendez combattre. Nous voterons pour cette motion de rejet. Je vous remercie. Alors, mes chers collègues, nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Je mets aux voix la motion de rejet préalable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Prochaine séance demain à 9 h.